Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial. En effet, avec l'université, il m'a fallu faire un mini-mémoire sur le sujet de mon choix, et pour renouer avec ma passion pour le Japon, j'ai décidé de prendre la littérature japonaise pour fond de celui-ci. Ainsi, et sans plus attendre, je vais vous présenter mon mini-mémoire qui, comme vous l'aurez lu dans le titre, s'intitule « La représentation des relations amoureuses dans le Japon aristocratique du Xe siècle au travers de la littérature japonaise ». Vous écoutez Radio Haruyo, votre podcast sur l'histoire et la culture japonaise, votre passeport pour un voyage au pays du soleil levant. Petite introduction. Le premier roman au monde fut japonais et fut écrit au Xe siècle, c'est-à-dire à la période Heian, celui-ci qui n'est autre que le célèbre dit du Genji de Murasaki Shikibu, parle entre autres des déboires amoureux et de la montée vers le succès d'un prince qui ne peut devenir empereur, d'où son nom le Genji. Par sa lecture, on entrevoit alors le quotidien et la façon de vivre et de penser de la période dans laquelle vivait l'autrice. Par le truchement autant des relations amoureuses que politiques, il me semblait alors fort intéressant de ce fait de remettre en contexte ce pan du Japon ancien entre noblesse stricte et sentiments amoureux. Ainsi, par le prisme de ce roman, mais aussi par d'autres œuvres littéraires qui l'inspirèrent, nous essaierons, grâce à des études et autres articles sur le sujet, de démontrer la naissance et l'évolution de ce que pouvaient être les relations amoureuses au Japon du Xe siècle. Ou du moins, ce que les auteurs et les autrices de cette époque ont bien voulu nous transmettre de leur quotidien via les œuvres que celles-ci et ceux-ci ont écrites. Dans cette étude, nous nous interrogerons donc, comme vous pouvez l'imaginer, sur les représentations littéraires des relations sentimentales japonaises dans une époque bien ancienne comme la période Heian, c'est-à-dire comment les nobles aristocrates d'avant alliaient vie politique et vie amoureuse. Afin de traiter le sujet et de répondre aux questionnements émis, un plan de recherche a été établi. Pour ce faire, je suis allé chercher des informations dans de nombreux articles universitaires, ou du moins propres à être utilisés en recherche universitaire, mais aussi en allant chercher des informations sur des sites japonais, le comprenant à l'écrit, ou encore en reprenant quelques exemples et quelques recherches qu'on peut retrouver dans l'édition même du dit du Genji traduite par René Sieffert notamment. Tout d'abord, nous donnerons alors une définition de ce qu'est le couple et la relation sentimentale, comme le pense et le définit le japonais au travers d'études et des dictionnaires. Par la suite, nous regarderons séparément comment fonctionnait l'aristocratie japonaise et comment séduisaient les aristocrates japonais. C'est alors que nous pourrons conclure, ou non, sur la manière dont les nobles japonais conciliaient leur statut et leurs sentiments. Définition d'une relation d'un couple au Japon au fil du temps. Dès le départ, il a fallu chercher comment les Japonais, et qu'ils soient modernes ou antiques, voyaient la relation sentimentale et par quelle terminologie ces derniers la représentaient. Ainsi, nous trouvons pour commencer des termes simples et basiques comme koibito, que l'on peut agrémenter d'un doushi pour décrire des partenaires amoureux, ou encore futari, qui désigne tout simplement l'utilisation du compteur de personnes afin ici d'en compter deux. Cependant, nous pouvons aussi croiser dans les textes et autres dictionnaires des mots tels que koinaka ou rennai kankei qui se traduiraient littéralement par relation amoureuse, démontrant que le couple, à ce stade, se relèguerait plutôt à quelque chose de quotidien, sans fioriture poétique. Mais comme pour tout le vocabulaire japonais, il existe des mots spécifiques et précis concernant divers aspects d'une relation, voire même différents points de vue selon les diverses relations sentimentales qui pouvaient exister et que nous verrons un peu plus tard. Nous découvrons alors des vocables comme joujin pour désigner une liaison, une aventure amoureuse, mais dans le sens avoir un amant ou une maîtresse, ou encore même le mot verbal, pour reprendre la terminologie de la grammaire japonaise, tsureso, qu'on pourrait traduire par devenir un couple, être mari et femme ou vivre en couple, mais qui, plus littéralement, désignerait le fait de s'accompagner, so, en tant qu'ami, tsure. Afin de terminer cet horizon des mots usités d'ailleurs, pour décrire une relation sentimentale au Japon, nous ne pouvons pas passer à côté des termes fufu, fufunaka ou encore fufu seikatsu, qui désignent tous, entre autres, la relation conjugale, la vie de couple, l'affection conjugale, le mari et la femme. Fufu n'étant simplement qu'une contraction des caractères sino-japonais, aussi nommés kanji dans le jargon, de mari, oto, ici prononcé dans le mot feu, et de la femme au foyer, feu.
Ces termes montrent bien qu'à l'époque, puisqu'ils étaient assez anciens, la femme était hélas reléguée à la demeure, aux travaux ménagers et aux arts délicats, comme la poésie, les instruments de musique, etc. Et que l'homme était relégué aux travaux politiques et lettrés. Dans les faits, et dès l'époque du dit du Genji, comme il sera question tout au long de notre problématique, étant l'un des plus complets et des plus complexes romans littéraires de son époque, il semblerait que de nombreuses personnes aient pu penser que la polygamie était de mise, bien que dans les recherches actuelles, on retrouverait de nombreux avis répondant à la négative. Néanmoins, avant de répondre à la question sur la polygamie, il serait de bon ton de commencer par une définition administrative et légale, comme on peut en retrouver les indices dans le Yororitsurei, qu'on pourrait traduire par Code sur la prise en charge du bien-être des personnes jusqu'à la vieillesse. Créé au 8e siècle sur la base de codes chinois, et durant la période Nara en 757 pour être plus précis, comme on peut le lire dans l'un des articles écrits par Okuyama Kyoko, ou encore un de celui de Natsuha Hana, il apparaîtrait dans ce code que les hommes n'avaient droit à se marier qu'une seule fois et avec une seule femme, la bigamie étant alors sévèrement punie. Bien sûr, tout comme il existe encore aujourd'hui des personnes qui se livrent à des relations extra-conjugales dans la société actuelle, il aurait existé de nombreux cas dans lesquels des hommes auraient eu des relations avec des femmes autres que leurs épouses officielles. Sur les articles et lois du mariage du code Ryoro, rajoute l'écrivaine Natsuha Hana lors de ses recherches sur le sujet, l'âge légal pour se marier était apparemment de minimum 15 ans pour les hommes et de minimum 13 ans pour les femmes. Ainsi, durant les cérémonies de mariage, ce devait être aux parents et aux grands-parents de donner leur approbation à leur dite union future, bien que dans la tradition, permettait au futur couple de choisir en second lieu ses témoins. On y apprend ensuite quelques clauses intéressantes concernant le couple en lui-même, comme le fait qu'en cas de tromperie, par la femme officielle, ou encore en cas de vol, il était possible alors de se séparer. Aussi, en cas de mariage non consommé depuis au moins 3 mois par l'homme, et si l'homme n'avait pas fini de passer le premier mois, voire commettait un crime lourd s'il était en couple, alors la femme pouvait déclarer le divorce. L'autrice, dans son article, précisera même quelques lignes plus tard que dans ces codes, si la femme trompait l'homme, elle pouvait déclarer le divorce, mais que dans le cas où l'homme trompait, malheureusement, rien n'était vraiment spécifié. À partir de là, qu'en était-il alors dans la réalité des faits ? Eh bien, même si l'homme avait une épouse officielle, nous dit Okuyama Kyoko, il pouvait tomber amoureux d'une autre femme, allant jusqu'à faire une cérémonie de mariage pour cette autre femme, et il n'était pas rare même qu'ils parlent alors ouvertement de leur relation avec leur entourage. On la considérait et l'appelait ainsi la seconde femme, et devenait donc une concubine, mekake. Encore que pour les proches du dit couple, bien qu'il existait des secondes femmes officielles soutenues par la loi, ces deux femmes étaient toutes deux considérées comme des épouses. De plus, l'auteur de l'article ajoute que les hommes gradés, en plus d'avoir une épouse officielle et une concubine, semblaient avoir eu aussi dans ces cas-là des relations avec des femmes qu'on nommait servantes. Ces servantes, employées au rang de femmes au foyer, auraient donc été des femmes qui entretenaient une relation avec le maître. En raison de leur position de maître et d'employé, les servantes étaient alors traitées à la légère, tant par le maître que par la société, et leur relation était alors très instable. Ainsi corrobore-t-on cet étrange et subtil mélange des relations officielles et officieuses grâce à la conférence donnée par Yamaguchi Nakami, surtout lorsqu'elle avoue avoir étudié et extrait toutes les conversations entre les hommes et les femmes du dit du Genji, et avoir remarqué que c'est toujours l'homme qui est à l'origine de la cessation de la conversation. Nous montrant encore une fois que c'était les hommes qui dirigeaient les discussions, comme la relation en elle-même, ou encore la proposition de mariage de surcroît. Tandis que les femmes, elles, sauf en cas d'urgence, ne pouvaient et ne devaient pas prendre l'initiative de commencer une conversation avec un homme. Cela aurait été impensable. Okuyama Kyoko conclut très bien en disant que le dit du Genji reflèterait clairement les différentes positions des femmes dans le mariage, dans son histoire et le développement de ses personnages, pensant donc qu'il est intéressant de le lire dans cette perspective. On retire ainsi de cette première analyse d'article japonais que le couple dans le Japon du Xe siècle pourrait paraître vraiment très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit en Occident ou même dans le Japon contemporain. Autant monogame que bigame, voire acceptable dans l'ensemble des relations extra-conjugales, le couple se verrait donc comme un art de la séduction, une sorte de concours entre deux êtres.
Mais avant de voir comment ces êtres se séduisaient, il nous faut replacer à présent le contexte de la noblesse et de la place de l'aristocratie, puisque nous nous bornerons à parler dans ce papier de la séduction à travers les grands textes de la période Heian, ayant été écrits la plupart du temps par des aristocrates. L'aristocratie de l'époque Heian. Suite à la lecture de 3 articles sur l'ordination de la noblesse japonaise, il me semblait, de ce fait, intéressant de noter ici un bref aperçu de la classification des nobles des plus bas rangs au plus haut rang pour comprendre plus aisément par la suite comment les aristocrates se faisaient la cour et s'unissaient dans le mariage ou dans des relations extra-conjugales, puisque nous avons vu précédemment que ces dernières étaient plus ou moins acceptées dans les codes. Bien sûr, cette partie vous paraîtra longue, mais elle me semble nécessaire pour comprendre la complexité que les nobles japonais avaient pu instituer dans leur quotidien. Pour commencer, dans l'article écrit en 2012 et qui s'intitule « Les nobles à l'époque Heian », François Tamon débute clairement en disant en effet, et comme dit plus haut succinctement, que le Japon, après un bon nombre de voyages d'études en Chine, rapporta dans l'archipel d'antan le système des rangs qui existait déjà dans l'Empire du Milieu, bien qu'en y modifiant quelques tournures. L'auteur explique alors que chaque fonctionnaire avait son rang de l'ordre initial mineur inférieur, Shōsō-i, au plus bas, jusqu'au premier ordre majeur, Shōichi-i, au plus haut, avec pas moins de 30 échelons entre les deux. Bien sûr, aucun fonctionnaire dans l'histoire n'a parcouru cette longue échelle de bas en haut. Cette hiérarchie, qui existait théoriquement pour promouvoir les talentueux de basse naissance, fonctionnait au Japon plutôt pour fixer et consolider la stratification sociale déjà existante. Les personnes éminentes, en principe avec le rang du 3e ordre et au-dessus, étaient appelées Kugyo, et étaient les nobles des nobles avec beaucoup de distinctions honorifiques. La plupart d'entre eux étaient membres du conseil politique de l'État, et il est pourtant à noter qu'il y avait des Kugyo qui n'avaient pas de poste dans le conseil. La seconde catégorie des nobles étaient les Tenjobito, ceux qui ont été autorisés à pénétrer dans l'édifice nommé Seiryoden, où l'empereur menait sa vie quotidienne. Ce qui n'est pas rien. Par la suite, M. Tamon explicite qu'en dessous du 6e et ou 5e rang de la noblesse, il était interdit par l'édit impérial de l'an 999 de prendre une voiture à bœufs et donc d'avoir une certaine élégance, une visibilité prestigieuse. Disant bien que, plus généralement, ceux qui n'étaient pas admis dans l'édifice Seiryoden étaient appelés jigei, les nobles et les roturiers confondus. En tout cas, la noblesse inférieure était une couche sociale en éternelle décomposition. Elle était a priori disparate, regroupant les Zuryo, les directeurs aux offices administratifs et les chefs de fonctionnaires spécialistes, comme les scribes du gouvernement. Dans le 5e ordre ou rang, on y ajoutait les inspecteurs au ministère du personnel et de celui du revenu, nommés Shikibu no Jo et Minbu no Jo, ceux de la police dite Keibi Ishi no Jo et des scribes Shi. Ainsi, le moyen le plus sûr d'avoir ces postes était naturellement les bons résultats aux examens organisés par l'école nationale, ou aussi nommée Daigakuryo, et par le ministère du personnel Shikibusho, établi à l'imitation du système chinois, toujours. Les bonnes connaissances des classiques chinois et de la rhétorique en chinois classique y étaient d'ailleurs primordiales, nous dit toujours M. Tamon. Cependant, comme ce régime des codes dysfonctionnait, à partir du 9e siècle, l'État dut accorder aux empereurs et impératrices, en exercice ou même émérite, le droit de recommander chaque année une personne pour l'ordination au rang du 5e ordre mineur inférieur nommé Jugoi no Ge. Ce système était alors appelé Nenchaku et les honoraires que devait verser le nouveau noble à son parrain ou à sa marraine étaient fixés à la hauteur de 700 ou de 800 koku, soit 10,5 ou 12 tonnes de riz en 1025. Ces codes ne fonctionnaient tellement pas plus honnêtement que les autres qu'ils pouvaient même se vendre entre nobles, samouraïs ou encore marchands. En effet, ceux qui avaient une première petite fortune pouvaient alors troquer quelques biens contre un titre. C'est ainsi qu'on apprend dans son article sur l'aristocratie qu'en 1026, le commerçant chinois Zhou Liangqi, désolé pour ma prononciation, ou alors Shu Ryoshi pour les japonais, avait fait hommage lige au Kanpaku Fujiwara no Yorimichi pour se faire noble. Le marchand dont la mère était japonaise avait donc présenté une grosse quantité de fils de soie pour acheter le rang, disant que si cela n'y suffisait pas, il apporterait plus de matières précieuses.
Pourtant, en théorie, les nobles de cette période avaient droit au salaire prescrit par le code administratif, le Ritsuryo Taisei, donc l'argent n'aurait pas dû leur manquer. Cependant, puisque ces codes fondés à la fin du 7e siècle se contredisaient déjà beaucoup, et dès leur création, alors les vices de fonctionnement se firent de plus en plus sévères jusqu'au 9e siècle au moins, où la perception des impôts n'était même plus à la hauteur d'assurer des salaires de fonctionnaires. Concernant les domaines agricoles ou shoen en japonais, relate François Tamand dans son article, il semblerait que les développeurs propriétaires, soit les kaihotsu ryoshu locaux, les offraient la plupart du temps aux aristocrates, bien qu'ils en gardaient souvent le statut de régisseur, shoji, mais aussi l'usufruit. Les nobles, eux, touchaient la commission permanente. Ainsi, l'auteur, et à juste titre, explicitera sa pensée lui-même en donnant un exemple littéraire via le Didu Genji, dans lequel Murasaki Shikibu crée un personnage intéressant nommé Akashi no Nyudo, dont il se pourrait d'ailleurs que l'homme galant Fujiwara no Sanekata ait influencé sur ce personnage, bien qu'il n'y ait pas de preuve de sa volonté de s'installer en définitive dans la province, et qui était un Tenjobito au poste brillant de second général de la garde impériale, avec le rang du 3e ordre, ayant renoncé cependant à une carrière plus glorieuse, et qui se fera nommer préfet de la province de Harima, où il s'y installera avec sa famille sans revenir à Kyoto, même après la fin de cette charge. Toutefois, l'aristocratie n'est pas exclusivement fait que de codes et de rangs, mais est avant tout créée par un pan de l'histoire militaire et politique complexe que je vais m'essayer de compter brièvement. Dans l'article Roman du Genji et Société aristocratique au Japon, écrit par Daniel Struve et Terada Sumiye, dans les médiévales Langue, Texte, Histoire, publié au printemps 2017, mais aussi dans une partie livresque intitulée Le Japon à l'époque de Heian, écrit par Francine Eraille, nous pouvons trouver toute la matière dont nous pourrions rêver pour sommairement expliquer ce qui se passait au niveau de l'aristocratie à cette époque charnière. D'ailleurs, commençons donc par citer ce qu'écrit si brillamment Madame Eraille. Dans l'histoire du Japon, l'époque de Heian est la période qui va de l'installation de l'empereur et de la cour dans la ville nouvellement fondée de Heian-kyo, la capitale de la paix, en 794 à la fondation du Bakufu, ou administration des guerriers à Kamakura, dans l'est du Japon à la fin du XIIe siècle. Qualifiant d'ailleurs de bureaucratie la politique japonaise d'à partir du 8e siècle, elle place alors autour de l'empereur un conseil de ministres et de conseillers qui se devait de veiller au travail de départements ministériels, offices et bureaux hiérarchisés. En somme, tout se devait être bien dirigé dans les moindres détails afin de régler le plus parfaitement possible la vie sociale du pays tout entier. On apprendra d'ailleurs par sa lecture que plus le temps passait, plus l'administration centrale consacrait une part croissante de son activité à l'organisation de rites civils, ainsi que de célébrations bouddhiques et shinto, tant les hauts dignitaires étaient convaincus que les bouddhas et autres divinités convenablement servies pouvaient écarter les épidémies et les disettes, et même permettre à la cour de réaliser son idéal de gouvernement bienfaisant. D'ailleurs, au cours de ces rites et célébrations, hauts dignitaires et fonctionnaires venaient en bon ordre se ranger devant le pavillon où siégeait l'empereur pour le saluer, écouter un édit conforme à la circonstance, puis recevoir repas et saké. Les hauts dignitaires sur la galerie du sud du pavillon, les autres dans la cour. Souvent, un programme de musique et de danse venait même réjouir les participants qui recevaient en outre des gratifications consistant en vêtements ou en tissus. Ces festivités, comme elle ajoute, absorbaient ainsi une grande part des revenus de la cour et de l'énergie des fonctionnaires. Entre la préparation du lieu, des costumes, des repas, des aumônes des moines et autres gratifications à offrir, ce qui pouvait stresser bon nombre de ces nobles affairés à leurs tâches. C'est à cette période qu'on vit la montée en puissance de la grande maison des Fujiwara, qui aura bien su marier 2 de ses filles avec des empereurs, aura pu de surcroît, grâce à la position de grand-père ou d'oncle maternel du souverain, les mettre en tutelle et acquérir la position de régent ou, quand l'empereur était majeur, de grand chancelier, qui permettait à son titulaire de voir tous les rapports soumis à l'empereur et tous les ordres émis en son nom. C'est ainsi que durant une centaine d'années, les empereurs seront tenus sous la tutelle bien gardée par leurs parents, très souvent portant le nom de Fujiwara. Et qui plus est, nous apprendrons de l'article des médiévales écrit par Monsieur Struve et Madame Terada que ce fut la branche familiale dite du Nord qui, au milieu du IXe siècle, prit place sur l'échiquier politique avec grande force. Bien que celui qui aura été élevé au rang le plus brillant et des plus puissant régent Fujiwara, selon l'article de Charlotte von Verschuer,
désolé pour la prononciation, ne serait personne d'autre que Fujiwara no Michinaga, 966 à 1027, qui signerait l'apogée de leur long règne. Mais un aristocrate, quel qu'il soit, se devait d'avoir une étude et des connaissances complètes en littérature, lettres et autres écritures sensibles de l'aider dans ses tâches, que ce soit pour les festivités, les loisirs nobles ou encore l'administratif. Ainsi peut-on lire dans l'article des médiévales qu'en termes de littérature, l'époque de Heian correspondrait à l'âge classique, contrairement aux époques Asuka et Nara, du 7e au 8e siècle connues comme la période antique, et connaîtra, outre la floraison des lettres chinoises, l'émergence d'une riche littérature en langue vernaculaire, au sein de laquelle un rôle éminent est joué par les femmes. Si les jeunes nobles ne sont pas envoyés en institution universitaire, ce sont les familles elles-mêmes qui éduquaient leurs enfants, comme les Fujiwara grâce à leur riche bibliothèque semble-t-il. Ces jeunes devaient alors connaître les classiques confucéens et les mathématiques, mais surtout se devaient avoir la capacité de composer de la poésie et de la prose chinoise. Les auteurices nous apprennent alors qu'en effet, il existait avant le XIIe siècle l'Office des études supérieures ou université, ou autrement nommé la Daigakuryo, institution destinée à la formation des futurs fonctionnaires créés par les codes. Cependant, comme pour les codes, on apprendra bientôt que cette institution perdra de sa superbe et disparaîtra justement au XIIe siècle, avec le Bakufu. Outre les lettres, les futurs aristocrates devaient tout autant réussir à manier quelques instruments de musique, notamment la flûte nommée shakuhachi, la cithare désignée par le terme shamisen ou encore le koto, bien que plutôt réservé aux femmes pour ce dernier. N'oublions pas non plus la peinture autant d'inspiration chinoise dite kara-e que d'inspiration japonaise dite yamato-e, qui devait aussi être connue et maîtrisée. Surtout quand on sait que les nobles japonais aimaient énormément décorer leur résidence avec de telles œuvres d'art et d'en apprécier la vue comme de véritables poèmes. Il convient enfin de signaler, comme on peut le lire dans les médiévales, que la connaissance du chinois comprenait aussi l'étude des écritures bouddhiques enseignées dans des monastères et qui entretenaient des liens étroits avec la cour de l'aristocratie. Notamment car il était courant que les religieux fassent des allers et retours dans les pays voisins afin de ramener avec eux des connaissances livresques qui seraient enseignées par la suite. On pourra citer le moine Kuukai, 774-835, qui introduisait au Japon un des tout premiers traités de poétique chinoise. Ainsi va se développer au Japon, écrivent les auteuristes de l'article susnommé, dès le 7e siècle et à côté des lettres chinoises, une poésie en langue vernaculaire, le waka, ou Yamato Uta, littéralement le chant japonais. Cette première production sera alors tout d'abord recueillie dans l'anthologie des 10 000 feuilles, le Manyoshu, qui daterait de 780. D'ailleurs, quand bien même les hommes s'en serviront, il semblerait que le waka fût avant tout l'apparat des femmes. Mais c'est bien le fonctionnaire Kinotsura Yuki, 866 à 945, qui achèvera de donner à la poésie japonaise sa forme classique et assurera définitivement sa place parmi les activités officielles de la cour en participant à la compilation de la première anthologie impériale de poésie japonaise, le recueil des poèmes anciens et modernes, ou alors le Kokin Wakashu, peut-on découvrir encore dans leur article. Voilà pourquoi je voulais expliciter brièvement ce qu'était l'aristocratie japonaise de cette période si particulière où le Japon se construisait, tant sur le plan politique que social, mais aussi sur le plan littéraire où l'on vit apparaître des sources d'inspiration pour la romance, telles que le Manyoshu ou le Kokin Wakashu, comme je le disais tantôt, dont il va nous falloir parler entre autres dès à présent. La séduction dans le noble Japon du Xe siècle dans la littérature. Première partie, les jardins, ces lieux de séduction. C'est par le fait d'entrer dans un jardin japonais que nous pouvons commencer à prendre conscience de la manière dont voyaient la séduction les aristocrates japonais, bien que cette entrée en matière peut paraître étrange au premier abord. Pour ce faire, je m'appuierai ainsi volontiers sur les écrits, ou du moins sur un des écrits de Michel Vieillard-Baron, nommé Les Plaisirs Enchantés, célébration, fêtes, jeux et joutes poétiques dans les jardins japonais de l'époque Heian, dans lequel il commence par expliquer que les jardins, à cette période, étaient symétriques et construits autour d'un pavillon principal qui n'était autre que le shinden, c'est-à-dire la résidence du noble. Il écrit même que l'on pouvait par ailleurs trouver autour des bâtiments de petits jardins clos qui donnaient leur nom aux pavillons qu'ils longeaient. Clos aux glycines, Fujitsubo, clos aux pruniers, Umetsubo, etc., etc.
Il se passait alors bien des choses dans ces lieux privés, notamment le déroulement des événements du cycle annuel des célébrations, en japonais Nenju Gyoji, qui avait pour principale mission une portée politique, puisque Monsieur Vieillard Baron indique qu'il se voyait être comme nécessaire au bon gouvernement du pays, mais pas que. En effet, il y était organisé des festivités toute l'année, et chose peu connue aussi, l'on s'y amusait. Il aurait même existé un type de concours du plus beau jardin miniaturisant un paysage lointain existant, souvent provenant de Chine ou alors d'une province japonaise éloignée de la capitale, qu'on appelait alors Senzai Awase. Un amusement dans les jardins nous intéressera plus qu'un autre cependant, celui des promenades en barque sur l'étang que le jardin se devait de posséder la plupart du temps, et où les hauts dignitaires ne rechignaient même pas pour ramer eux-mêmes, est-il dit. Il est ainsi cité dans le papier déjà susnommé que, dans son journal qu'elle tint pour les années 1008-1009, Murasaki Shikibu décrivit une partie de canotage qui eut lieu à la cour. De cette manière, ces événements amusants étaient souvent accompagnés de musique jouée par un orchestre d'instruments, soit installés sur des barques, soit sur une des rives. C'est de cette façon que ce genre de moment propre à l'aristocratie heianesque inspirera les plus belles pages de la littérature japonaise. Il suffirait pour s'en convaincre, comme le conçoit Monsieur Vieillard Baron, de lire la description sur laquelle s'ouvre le livre 24e du célèbre dit du Genji de Murasaki Shikibu intitulé « Les papillons ». Passé le 20 de la 3e lune, l'aspect du jardin du printemps faisait, par l'éclat des fleurs plus splendides que jamais, par le chant des oiseaux, l'admiration des autres demeures où l'on s'étonnait de cet épanouissement tardif. Les bosquets de la colline, l'île dans l'étang, les mousses reverdies, tout cela les jeunes personnes devaient souhaiter le voir un peu mieux. Aussi le ministre avait-il fait construire des barques de style chinois, qu'il fit gréer en hâte et, le jour du lancement, il fit venir des artistes de l'office de la musique pour donner un concert sur l'eau. Princes et dignitaires étaient venus en grand nombre. L'impératrice, à ce moment-là, se trouvait à la résidence. La dame de Séan pensa que l'heure était venue de répondre au défi de son poème du « Jardin où souhaiter que vienne le printemps ». De ce fait, pour Michel Vieillard Baron, le jardin de la période Heian est alors un espace théâtralisé, un espace du rituel. C'est là qu'est mis en scène le pouvoir, où se déroulent parades et défilés. C'est là encore qu'ont lieu les célébrations les plus austères, mais également les plus festives, et que le jardin est aussi, et surtout, à l'époque un espace où l'homme peut laisser libre cours à ses gestes et à ses émotions. C'est là qu'il fait la fête, qu'il joue et qu'il crie. Les nombreuses descriptions conservées dans les textes témoignent alors du goût des Japonais pour les activités d'extérieur. Dans le jardin, l'homme de ce temps se sent libre et joyeux. Espace ludique, cérémoniel, le jardin est également le théâtre de différentes expressions artistiques. Danse, poésie et musique s'y répondent. Vous remarquerez, ceci dit, à la fin de l'extrait, cette idée de vouloir composer des poèmes qui, à partir de maintenant, va nous être très utile, et une riche mine d'informations sur la séduction des nobles japonais du Xe siècle. C'est aussi une très bonne transition pour parler du Gokusui no En, un noble événement qui consistait, nous dit l'auteur de l'article, en un banquet au bord d'un cours d'eau sinueux construit dans le jardin d'un aristocrate où l'on se devait de composer des waka, c'est-à-dire effectivement des poèmes japonais. D'ailleurs, le plus ancien de ces moments remonterait à celui organisé par Kino Tsurayuki, dont nous avons déjà parlé, mais reparlerons un peu plus tard. Deuxième partie, le Manyoshu, cette source d'inspiration. Avant toute chose, il faut bien évoquer la toute première anthologie de poèmes japonais qui fut éditée 2 siècles avant notre époque ici étudiée. Je veux parler bien sûr du Manyoshu, qu'on peut traduire plus littéralement par le recueil des 10 000 feuilles, composé au 8e siècle, en 759, par Otomo no Yakamochi. Composé de 4496 poèmes répartis en 61 Seidōka, 262 Chōka et 4173 Tanka, comme il est avancé par Hisayoshi Nagashima dans la revue internationale du Tanka numéro 7, ces derniers seraient même classés par genre. Ainsi retrouvera-t-on une partie consacrée aux éloges funèbres, Banka, une autre au poème d'amour, Soumon, et une dernière partie pour les inclassables, Zōka.
Dans cette compilation de poésie japonaise d'auteurs et d'autrices tantôt connus, tantôt inconnus, Aoki Takako écrit dans son article L'amour dans le Manyoshu qu'on exprime ainsi le désir de retrouver la personne aimée, parfois une personne du même sexe, dont il est séparé dans l'espace ou le temps, et aussi la tristesse de la séparation. On distingue parmi les poèmes ceux qui chantent le moment qui précède la rencontre et celui qui la suit. Ceux qui chantent la rencontre sont rares, il n'est pas besoin de mots pour exprimer un amour satisfait. Et ceux qui chantent la séparation d'après la rencontre également sont peu nombreux, puisqu'ils sont à mettre en parallèle avec les poèmes bien connus de l'époque Heian, appelés les poèmes du lendemain matin, les Kinuginu no Uta. À ce stade, il faut dire que cette anthologie lyrique fut, semble-t-il, composée dans un contexte artistique et littéraire, ayant pour appui notamment les arts chinois, comme avec le livre des odes, Checking, en japonais Shikyo, ou encore la poésie des Tang. Pourtant, bien que les poètes japonais s'inspirèrent des formes littéraires chinoises sur lesquelles ils bâtirent leurs formes japonaises, il faut tout de même admettre, écrit Aoki Takako, que les poètes chinois décrivirent bien moins souvent leurs effusions amoureuses, chose qui sera plus l'apanage des nobles japonais. C'est d'ailleurs dans ce dernier que nous pouvons revenir à la question terminologique des termes employés à l'époque par les Nippons pour parler d'amour. En confondant l'amour dans le Manyoshu et l'article nommé des expressions métaphoriques de l'amour dans le Manyoshu, écrit par Julie Brooke, on peut de suite déceler l'inspiration qui adviendra proprement au Xe siècle avec l'apogée de la littérature classique japonaise. Lisons brièvement un exemple simple écrit par la main de celui qui créa l'anthologie, le poème 718 du Manyoshu composé par Otomo no Yakamochi, traduit par Hisayoshi Nagashima. Omowanu ni imo ga emai o ime ni mite, kokoro no uchi ni moetsutsu soru. Sans le vouloir, je l'ai vu dans mon rêve le sourire de ma bien-aimée, et mon cœur brûle en y pensant. Dans cet article, d'ailleurs, on commence par nous dire qu'il y a souvent des jeux d'homonymie. Il est vrai que les caractères chinois permettent des jeux littéraires plus profonds qu'en Occident, les mots n'étant pas des syllabes, mais surtout portés par des idéogrammes précis. Ainsi, on peut s'en apercevoir par le mot kohi, l'amour, qui s'écrit généralement avec un seul caractère, ou un caractère même un petit peu plus archaïque, et qui apparaîtrait quelquefois sous la graphie composée de ko, la solitude, et de hi, la tristesse. De cette manière, les poètes se voulaient donc traduire une certaine souffrance, nous dit-on par là, bien qu'elle ne soit représentée non dans la prononciation du mot, mais dans la graphie de ce dernier. Par exemple, le waka 67 du Manyoshu. Tabenishi ni mono koishiki ni saezuru mo, kikezuso ariseba kohi ni shinamashi. Ne pouvant point nous rejoindre en voyage, s'aggrave en moi ce beau sentiment d'amour, me rendant sourd même au chant des oiseaux. Ainsi étant sourd, je suis sûr de mourir de mes propres sentiments d'amour, solitaire. Quant à Aoki Takako, dans son article, elle nous apprend que le mot kohi peut apparaître de différentes manières. Nominal, kohi, verbal, kohu, ou adjectival, koishi. Au sein de ces poèmes sentimentaux, d'ailleurs, on retrouvera la forme poétique des somonka, des, comme elle l'écrit elle-même, chants d'amour s'apparentant à des sortilèges par lesquels l'âme de la personne aimée est appelée à venir nous rejoindre et dans lesquels il entre une part de magie. On comprendra cependant à travers ces poésies anciennes que la solitude entendue à travers la graphie triste solitude, kohi, exprimerait, selon ses dires, une attitude de la conscience tournée vers l'être aimé qui se trouve au loin, et non pas juste un dégoût de la vie. Cependant, pour revenir au sujet de l'amour et non pas du chagrin amoureux, il est à noter, écrit-elle, que l'amour émotionnel et spirituel se réalise par la rencontre charnelle. Le désir amoureux n'est autre que le désir de faire l'amour, ce que les poètes expriment à travers des expressions telles que se trouver en présence l'un de l'autre, tadaniau, regarder, miru, sauter aux yeux, menifureru, sentir l'odeur, et encore plus directement, dormir, neru, ou encore dénouer le cordon de la ceinture, himotoki akeru. Voici donc une brève description de cette anthologie qui a eu de quoi faire parler, mais surtout inspirer les artistes littéraires postérieurs, notamment au Xe siècle, lorsqu'on décida de renouveler le genre. Troisième partie, le Kokin Wakashu, cette nouvelle inspiration. Après que 2 siècles se soient écoulés,
Voilà qu'un empereur, l'empereur Daigo, décida donc de mandater un écrivain de son époque afin de compiler de nouveaux poèmes dans une nouvelle anthologie. C'est ainsi qu'adviendra en 905 le Kokin Wakashu, aussi appelé simplement le Kokinshu, qu'on peut traduire par recueil des poèmes modernes et anciens. Parmi ces compilateurs, nous retrouverons Kino Tsurayuki, dont on a déjà parlé, mais aussi Kino Tomonori, Oshikoshi no Mitsune et Mibuno Tadamine. Tout cela, nous l'apprenons aussi de Michel Vieillard-Baron, qui aurait, semble-t-il, traduit l'intégralité du recueil pour les éditions Belles Lettres en 2022. Composée de 1111 waka en 20 livres, l'anthologie représenterait, selon ses dires, près d'un siècle et demi de création poétique. Bien que la première partie du recueil conserve surtout des poèmes d'auteurs et d'autrices anonymes, la seconde, quant à elle, nous livre la génération de celles et ceux qui seront nommés les 6 immortels, au sens de génie, de la poésie, soit les Rokkasen, Otomo Kuronushi, Ono no Komachi, Arihara no Narihira, Sosei Hoshi, Sojo Henjo et Funya no Yasuhide. À l'intérieur de ce recueil, nous pourrons alors retrouver un classement par thème plus ou moins précis, dont voici une liste assez exhaustive qui nous est donnée là encore par Michel Vieillard-Baron. Les saisons avec le printemps, livres 1 et 2, l'été, livre 3, l'automne, livres 4 et 5, l'hiver, livre 6, les félicitations, livre 7, les séparations, livre 8, les voyages, livre 9, les noms, livre 10, les amours, livre 11 à 15, la tristesse, livre 16, les poèmes d'hiver, livre 17, les renoncements, livre 18, les rythmes d'hiver, livre 19, et les poèmes du Haut Secrétariat de la Poésie, livre 20. Vous aurez peut-être d'ailleurs remarqué dans cette liste à quel point les poèmes d'amour prennent une grande place dans cette anthologie poétique, composant pas moins de 5 livres à eux seuls. Voici d'ailleurs 3 poèmes d'amour écrits par des auteurs et des autrices talentueux et talentueuses, reconnus à leur époque et recueillis dans le Kokinshu. Tout d'abord, le poème 471 de Kino Tsurayuki. Yoshinogawa iwanami takaku yukumizu no hayaku zo hito o omohi someteshi. Aussi vite que les eaux de la Yoshino vont se brisant en hautes vagues sur les roches, je me suis épris d'elle. Ensuite, nous avons le poème 476 de Arihara no Narihira. Mizumo arazu mimosenu hito no koishikuba, ayanaku kyoya nagame kurasan. Je l'ai bien aperçu, mais je ne l'ai pas vu, mon aimé. Aussi aujourd'hui sans but ai-je vécu, perdu dans mes pensées. Et nous terminerons avec le poème 552 de Ono no Komachi. Omoitsutsu nureba ya hito no mietsuran, yume to shiriseba samezaramashi yo. Je pensais tant à lui sans doute, quand mon sommeil son image m'est apparue. Si j'avais su que c'était un rêve, jamais je ne me fusse réveillé. À travers ces poèmes sentimentaux, nous apercevons bien tout ce que nous avons déjà pu expliciter sur la capacité des aristocrates japonais à transmettre une émotion, non pas en exprimant directement ses sentiments ni en présentant le nom de celui ou de celle qui en était visé, mais en prenant à partie la nature, une sensation physique ou une métaphore glissant doucement vers l'allégorie. Ceci dit, ce qui nous intéressera le plus, c'est le fait que les aristocrates japonais du Xe siècle commenceront à écrire ici des récits de fiction, nommés monogatari. Ces derniers alors incluaient autant des éléments du merveilleux que des histoires tirées du réel. Néanmoins, ne possédant aucun caractère officiel et bien qu'une trentaine de titres nous sont connus, très peu d'œuvres ont été conservées. Outre le conte du coupeur de bambou, qui comprend encore de nombreux traits hérités du conte, 2 œuvres romanesques de la fin du Xe siècle nous sont parvenues, le roman de l'arbre creux Utsuho Monogatari et le roman de la chambre basse Ochikubo Monogatari, qui témoignent du haut degré d'élaboration qu'avait alors acquis le genre romanesque, le roman étant considéré avant tout comme un pur divertissement. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'apparaîtra le célèbre Di du Genji de Murasaki Shikibu, œuvre majeure et toute nouvellement plus complexe que les autres, dont nous allons reparler dans la section suivante. Mais pourquoi finir dans une telle partie sur l'apparition de ce roman et de cette nouvelle forme littéraire ? Tout simplement parce qu'elle va nous permettre de savoir plus ou moins, et de manière romancée, comment les nobles japonais de cette époque se séduisaient, selon l'étiquette, selon les diverses formes d'art aussi, et de quel charme usaient-ils pour ce faire. 4e et dernière partie, le Di du Genji, un témoignage romanesque de la séduction.
Avant d'aller plus loin, il nous faut d'abord parler de cette autrice remarquable, mais recouverte d'un voile légendaire étonnant. René Sieffert, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, autant pour l'introduction de sa traduction du Dit du Genji que pour d'autres articles universitaires, nous en dit un peu plus sur cet aristocrate dont les informations restent pourtant assez vagues et peu découvertes encore à ce jour. En effet, Dame Murasaki serait une seconde fille née en 978, bien qu'on nous propose aussi 970 ou encore 973. Et aurait très tôt suivi son père poète, mais surtout haut fonctionnaire, nommé Fujiwara no Tametoki dans sa province d'Echigo. Pourtant, de retour à la capitale Heian-kyo, elle serait devenue l'épouse au printemps 998 de Fujiwara no Nobutaka, de 20 ans son aîné, et qui mourra d'ailleurs en 1001, lui laissant une fille qui sera tout aussi connue pour son talent en poésie, sous le nom de Daini no Sanmi, dont on attribue même la seconde partie du roman du Dit du Genji, qui compte les aventures du fils du Genji. Dame d'honneur à la cour du vieux Kyoto dans les premières années du XIe siècle, sa réputation de femme lettrée devait être, écrit M. Sieffert, déjà bien établie vers 1005, surtout lorsqu'on sait que le ministre Michinaga, de 965 à 1027, fit de Murasaki Shikibu la préceptrice de sa fille, qui n'était autre que l'impératrice Shōshi. Ce serait d'ailleurs de cette période qu'elle tiendrait son pseudonyme de Murasaki, surnom inspiré probablement de son propre roman, notamment d'après le livre 5, Waka Murasaki, premier personnage féminin du roman, est désigné dans un waka de parente du Grémil, est-il cité, puisqu'en effet ce serait là l'image d'une herbe fortement utilisée dans la poésie, croissant dans la lande du nord de la capitale, dite Murasakino, et dont le latex fournissait une teinture pourpre, qui donnera probablement son sens actuel au terme Murasaki qui définit les couleurs virant au violet. Mais pour en revenir à Dame Murasaki, René Sieffert nous apprend que vers 1011, à la mort de l'empereur Ichigo, l'impératrice serait entrée en religion et que Murasaki l'aurait suivie dans sa retraite. À partir de là, nous perdrions malheureusement sa trace et le traducteur nous offre la maigre hypothèse qu'elle serait morte en 1014, en ayant la quarantaine ou du moins 36 ou 37 ans. Quoi qu'il en soit, le professeur Sieffert admettrait aussi que le roman aurait été composé entre 1005 et 1014 au plus tard, vraisemblablement en 8 ans à peine. Et rajoutera même que si le récit s'interrompt brusquement au livre 54, cela pourrait être tenu pour un extrême effet de l'art, mais aussi pourrait bien s'expliquer, et nombre de critiques en ont tiré cette conclusion, par une soudaine maladie ou même par la mort de l'autrice. Maintenant que nous connaissons la vie de l'autrice, vie qui aura sûrement inspiré le roman, nous pouvons justement en parler de ce Dit du Genji. Car en effet, c'est dans ce dernier que sont décrits, bien que de manière certainement romancée, les façons de séduire et d'aimer, voire même de détester, qu'avaient les aristocrates du Xe siècle. Mais qu'est-ce que le Dit du Genji ? Composé de 54 livres et au moins 300 personnages dont une trentaine de premiers plans, nous dit Florence Brownstein, l'œuvre se composerait de 2 parties. La première et la plus longue, livre 1 à 44, prend pour héros le Genji, fils de l'empereur éloigné du trône. La seconde, beaucoup plus brève, de livres à 45 à 54, décrit la destinée de son propre fils, Kaoru. Concernant les thèmes, Madame Brownstein les indique avec brio ainsi. Les personnages sont enfermés dans le monde restreint des plaisirs les plus raffinés, sans que cet hédonisme revendiqué et ce refus de la réalité crue et vulgaire débouchent sur le néant. L'esthétique devient une voie d'accès privilégiée à l'essence des choses. Le raffinement n'est pas ici une façade dissimulant mal l'inconsistance des êtres, mais un art de vivre, un art d'aimer destiné à triompher de l'impermanence. Ceci dit, le résumé que construisent Daniel Struve et Terada Sumie dans leur article Roman du Genji et société aristocratique au Japon, pour le numéro 72 des médiévales, en 2017, dont on a pu parler précédemment d'ailleurs, semble déjà exposer comment se forgeait la séduction et les histoires sentimentales japonaises de l'époque Heian. Le dit résumé. Constitué de 54 livres, il évoque l'enfance puis les aventures amoureuses et la carrière brillante du Genji, prince impérial réduit à l'état de sujet, quoiqu'il présente tous les signes d'une vocation royale, qui sera néanmoins conduit par son talent au sommet de la fortune terrestre, en parvenant à faire de sa fille unique une impératrice et en devenant ainsi l'aïeul d'un empereur. Cette brillante réussite politique est doublée d'une trame secrète. Fils d'une favorite impériale prématurément disparue, le Genji a été élevé au palais auprès de son père et de sa nouvelle favorite de celui-ci, la dame Fujitsubo.
dont il s'éprend. De cet amour interdit et malheureux naîtra un enfant qui montera sur le trône et qui participera à la fortune du héros tout en lui rappelant sa faute. Comme par rétribution, le Genji vieillissant sera à son tour victime d'un adultère et deviendra le père putatif d'un enfant qui, en réalité, n'est pas le sien. Cependant, autant qu'homme d'État, le Genji est un amateur de galanterie. Il collectionne les aventures amoureuses tout en restant fidèle à l'image de la femme idéale qu'il a trouvée en la personne de l'inaccessible Fujitsubo. Et qu'il retrouve encore en celle de Dame Murasaki, une parente de cette dernière, qui l'enlève encore jeune et élève auprès de lui pour en faire son épouse. Il finit par l'installer dans un quartier de la somptueuse demeure qu'il fait construire sur la 6e avenue pour y réunir ses diverses épouses. Comme elle ne lui donne pas d'enfant, il la charge d'élever sa fille, née d'une liaison qu'il a eue pendant son exil et qui deviendra impératrice. La mort du Genji intervient peu après celle de Murasaki au 41e livre, dont le texte n'a pas été écrit et dont il n'existe que le titre, L'occultation dans les nuages. Le roman se prolonge alors dans les livres dits d'Uji, qui relatent les aventures amoureuses le plus souvent contrariées du fils putatif du Genji, Kaoru, le parfumé, ainsi que de son royal petit-fils, le prince Nio, l'embaumant, et les tourments que leur rivalité inflige à 3 sœurs installées dans une résidence à l'écart de la capitale sur la rivière Uji. La troisième, Ukifune, la barque flottante, partagée entre les 2 jeunes gens, se jette dans la rivière, puis, sauvée des eaux, décide d'entrer en religion et refuse tout contact avec Kaoru qui cherche à la rencontrer après avoir retrouvé sa trace. Notons que depuis le début, nous parlons de titre et non de nom dans le roman, car jamais personne sur les 3 générations qui se suivent et se côtoient dans les près de 2000 pages que représente l'œuvre n'est appelé par son nom, mais tous sont dénommés par leur titre et leur place dans la hiérarchie, montrant déjà bien à quel point la place dans le monde que vous aviez était plus importante que votre nom, et pouvait vous tracer un destin, notamment par rapport au mariage d'intérêt ou d'amour, comme écrit à l'avance. Bien que parfois on pourra voir quelques changements de titre dans le roman. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, et que j'essaie de vous démontrer depuis le début, c'est cette séduction si spécifique à cette époque ancienne et révolue, et à ces gens nobles qu'on nommait par leur titre. Ainsi, dans le roman du Genji, nous traversons 1001 histoires d'amour, pour la plupart, sinon pour toutes, bercées et illustrées par des waka japonais, témoignant bien que les romances se nourrissaient d'échanges de poèmes en ce temps-là. Dans la fonction narrative de la poésie dans le Japon ancien, le cheminement vers le roman du Genji, écrit par Terada Sumie, pour les médiévales encore, nous lirons même que les poèmes serviraient en tout cas à caractériser les personnages en leur donnant un moment de parole intense. En recoupant avec l'article que Madame Terada a coécrit avec Monsieur Struve, et déjà susnommé, on pourra les citer lorsqu'ils disent que tout poème d'amour, et a fortiori tout échange poétique entre amants, s'inscrit au moins virtuellement dans une histoire, souvent évoquée dans les brèves introductions en prose de Kotobagaki, qui précèdent de nombreux poèmes. Et c'est bien le cas en quelque sorte dans le dit du Genji, où souvent un contexte est décrit avant de joliment apposer le ou les poèmes principaux d'une suite d'échanges que les 2 personnages définis avant ont pu s'échanger. Cela afin certainement de mieux percevoir leur intrigue sentimentale. Nous pourrons prendre pour exemple un bref passage du livre 9 intitulé Les Mauves, où la princesse et le Genji s'envoient quelques poèmes tantôt d'amour, tantôt versés de mélancolie, l'un se refusant à l'autre dans une pudeur toute japonaise et encore antique. Parmi les herbes sèches du jardin, des gentianes et des œillets fleurissaient encore. Le prince en cueillit et, quand le commandant l'eut quitté, par Saisho, la nourrice du jeune seigneur, il les fit tenir à la princesse. L'œillet demeuré sur la haie lorsque le gel a brûlé les herbes d'automne qui nous quitta conserve le souvenir. Son éclat est-il moindre? Par vous-même jugez-en. Et en vérité d'une extrême beauté était le visage de l'enfant au riz innocent. C'est à peine si la princesse, dont les larmes tombaient plus aisément que feuilles au vent, osa prendre en main ce message. Sa vue désormais davantage encore fait mes manches flétrir. Ah, l'œillet du Yamato dessus la haie ravagée. Si grand était son désarroi qu'à la princesse aux belles du matin, dont le caractère lui faisait augurer qu'elle devait être sensible à la mélancolie de ce jour, malgré l'heure tardive, il envoya une lettre. Leur correspondance s'était espacée, mais une lettre comme celle-ci ne pouvait tirer à conséquence, aussi ces femmes la lui firent-elles lire. Sur un papier de Chine couleur d'azur, il y avait ceci.
Plus que jamais de rosée se sont couvertes mes manches ce soir, et pourtant, lourds de soucis, bien des automnes ont fui. Ah, toujours ces averses. Ici, nous pouvons voir la trame d'une conversation poétique, dans laquelle tous les accessoires de la séduction sont en place. Le poème, le style de l'écriture, qui a son importance, les écarts d'envoi, et surtout la fleur, ou la plante plus généralement parlant. Puisque dans un poème, il était strictement nécessaire d'y apporter un mot-saison, pouvant permettre de dater celui-ci dans une des 4 saisons de l'année, et dont les fleurs, animaux et autres insectes en étaient l'apanage. Dans notre exemple, nous remarquerons donc l'œillet permettant de placer la narration du poème, et seulement du poème, en été, bien que placé dans ce contexte automnal, il désignerait plutôt un souvenir d'été, voulant plonger la princesse dans la mélancolie des beaux jours où ils vécurent de doux moments sentimentaux. En suivant, nous pourrons aussi repérer l'utilisation du mot « manche », qui désignait alors les amples et larges manches de leur kimono, permettant de se cacher le visage lorsqu'on était gêné ou que l'on riait, mais surtout, et dans le cas présent, lorsqu'on pleurait. Par conséquent, lorsque le prince écrit à la princesse « Plus que jamais de rosée se sont couvertes mes manches ce soir », c'est un jeune homme triste d'un amour difficile à vivre librement qui pleure dans les manches de son kimono que l'on peut imaginer. Ou encore lorsque la princesse avant répond « Sa vue désormais davantage encore fait mes manches flétrir », veut dire probablement que ses bras lui tombent sans vigueur, se retrouvant apathique et triste de recevoir un tel présage que représente l'œillet, symbole aussi de l'amour. Surtout lorsqu'on lit que leur correspondance se voit espacée, ne présageant point pour la princesse et pour le prince une quelconque liaison amoureuse qui pourrait déboucher sur un mariage, mais plutôt sur une relation d'amant et de potentielle maîtresse à venir. C'est de cette manière que s'égrènent donc les 2000 pages du roman, avec autant d'exemples qui témoignent de la manière dont les aristocrates de l'époque Heian se séduisaient. Conclusion. Ainsi, la présente étude se voulait d'interroger, comme indiqué dans l'introduction, sur les représentations littéraires des relations sentimentales japonaises dans une époque bien ancienne comme la période Heian, c'est-à-dire comment les nobles aristocrates d'avant alliaient vie politique et vie amoureuse. Et je crois que nous pouvons désormais répondre à cette interrogation. Tout d'abord, nous avons pu découvrir que les premiers indices se retrouvaient dans le Yororitsurei, qu'on pourrait traduire par Code sur la prise en charge du bien-être des personnes jusqu'à la vieillesse, dans lequel nous pouvons lire, entre autres, que les hommes n'avaient droit à se marier qu'une seule fois et avec une seule femme, la bigamie étant sévèrement punie. Bien qu'il aurait existé de nombreux cas dans lesquels les hommes auraient eu des relations avec des femmes autres que leurs épouses officielles. Mais nous avons aussi appris dans ce dernier que l'âge légal pour se marier était semble-t-il de minimum 15 ans pour les hommes et de minimum 13 ans pour les femmes. Aussi, afin de se marier, les futurs fiancés se devaient demander aux parents et aux grands-parents de donner leur approbation. Nous avons pu de même découvrir un fait intéressant. Si la femme trompait l'homme, il pouvait déclarer le divorce, mais dans le cas où l'homme trompait, rien n'était vraiment spécifié. Bien que tout cela n'était que sur papier, car dans la réalité, même si l'homme avait une épouse officielle, il pouvait tomber amoureux d'une autre femme, allant jusqu'à faire une cérémonie de mariage pour cette autre femme, et il n'était pas rare même qu'ils parlent alors ouvertement de leur relation avec leur entourage. Les hommes pouvaient ainsi avoir une femme officielle, puis une seconde femme elle-même secondée par des concubines, voire des servantes, comme elles étaient appelées. Concernant leur quotidien, c'est à Yamaguchi Nakami que nous pouvons laisser la parole pour répondre, puisque nous avons pu aussi relever grâce à elle que c'était aux hommes de toujours être à l'origine du commencement, de l'orientation et de la cessation de la conversation, tout comme pour la demande au mariage. Néanmoins, nous avons pu révéler que les histoires sentimentales, ou leur début en tout cas, étaient assez bien codifiées et démarraient notamment dans les jardins, qu'on nous décrivit comme des espaces ludiques, cérémoniels et également théâtre de différentes expressions artistiques comme la danse, la poésie et la musique. C'est en effet d'ailleurs dans des événements tels que les Gokusui no Hen, où les aristocrates se croisaient et faisaient connaissance, que par quelques poèmes courts, les hommes faisaient la cour justement aux femmes présentes. Puisant et s'inspirant grandement des poèmes antiques de la première anthologie de poèmes nommée Manyoshu, datant du 8e siècle, les noms s'affairaient donc en des concours de composition, et il s'avérerait que si le galant réussissait à séduire la dame désirée, un premier rendez-vous, somme toute épistolaire et amical, pouvait être pris. Par la suite, et après 3 rendez-vous de la sorte, et même dans le cas où au sortir de chacun ils étaient heureux, alors les 2 amants pouvaient demander aux parents et aux grands-parents un accord pour que les 2 amoureux puissent se marier et consommer leur amour.
Bien sûr, durant la période Heian adviendra une seconde anthologie de poèmes dont la catégorie des sentiments amoureux prend une très bonne et très large partie de celle-ci, puisque composant pas moins de 5 livres à eux seuls. C'est donc de cette manière que les nobles de l'époque Heian se séduisaient et que le Didu Genji de Murasaki Shikibu est en soi un très bon exemple littéraire pour expliciter toutes ces recherches, comme nous aurons pu le constater, puisque cette autrice, première au Japon si ce n'est au monde, aura réussi à faire tenir en une 50aine de livres, chapitres pour parler en termes de structure occidentale, autant d'exemples de ce parcours périlleux qu'était la vie aristocratique entre politique et sentiment. Cependant, fait ou légende, ce roman aura tellement été apprécié, autant par les nobles de haut que de bas rang, et même de quelques empereurs, qu'à partir de la période d'Edo, 1603 à 1868, bon nombre d'artistes s'inspireront grandement et reprendront quelques épisodes du Didu Genji afin d'illustrer ces frasques amoureuses, tantôt du prince, tantôt de son fils. Emboîtant alors les histoires du roman avec les poèmes qu'on peut retrouver dans celui-ci, mais qui proviennent des anthologies littéraires précédemment citées et analysées comme source d'idées poétiques, nous pourrons alors évoquer brièvement l'artiste Utagawa Kunisada, aussi appelé Sandai Utagawa Toyokuni, qui réalisa par exemple en 1851 une estampe dessinant le livre 38, Le brouillard du soir. Encore aujourd'hui, ce roman réaliste, bien que ne prenant aucun personnage réel, inspire les générations postérieures et reste une source de questionnement et d'analyse sur ce que pouvait être le quotidien strictement codifié de l'aristocratie japonaise du Xe siècle. Il ne serait pas surprenant cependant qu'un jour, si cela n'a pas encore été déjà réalisé, qu'un réalisateur ait envie de construire un film pour représenter de manière plus contemporaine encore les amours de ce temps des classiques et des 6 éternels que nous n'oublierons pas de sitôt. Voilà, cet épisode, ce très long épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça aidera la chaîne et surtout cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane.